Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, un immense merci d'être là, Madame l'ambassadrice, pour cette conférence. En deux mots, je vais vous présenter l'UCHF qui existe depuis une vingtaine d'années. Nous représentons les consuls honoraires en France et nous sommes 550 consuls honoraires. Nous représentons à peu près 160 pays. Notre mission, c'est de faire rayonner cette mission et d'aider nos ressortissants. Nous remercions énormément Michel Pierre pour cette mise en relation, comme je vous le disais, qui est consul honoraire du Danemark à Lyon, moi-même étant consul honoraire du Canada, pays que vous connaissez. Et j'en suis ravie. Donc, Michel Pierre, je te laisse présenter Madame l'ambassadrice. Et ensuite, je te remercie, Marie-Laure. Je voudrais souligner, donc, a priori, tous les participants sont des consuls honoraires, à quelques exceptions près, dont la directrice générale du Centre de recherche sur le cancer, Elisabeth Vertepas, voilà, qui fait un petit coucou, là, et qui est la grande patronne du Centre de recherche international sur le cancer, qui est une antenne de l'OMS, et que nous avons accueilli dans le corps consulaire de Lyon, au même titre que le secrétaire général d'Interpol et le nouveau directeur général de l'Académie de l'OMS, qui est à Lyon également, et qui les uns et les autres sont, je dirais, de droit membres du corps consulaire de Lyon. Voilà, j'ai le plaisir de présenter Madame l'ambassadrice du Danemark, qui est arrivée à Paris il y a bientôt un an, et qui venait tout droit du Canada. Donc pour Marie-Laure, c'est un petit clin d'œil tout à fait sympathique. Et l'occasion de vous faire intervenir, c'est effectivement la récente présidence de l'Union européenne par le Danemark, sur lequel nous avons eu pas mal d'informations, mais il y a des informations qui sont plus techniques que parlantes. Et l'intérêt d'un exposé de votre part, c'est de nous donner des contextes un peu plus concrets. Je voudrais simplement vous dire pour tous nos auditeurs que vous avez fait un parcours très rapide, mais tout à fait caractéristique du monde diplomatique, à savoir que vous avez fait, après des études de sciences politiques, dont un passage à Sciences Po Aix-en-Provence, ce qui fait que vous parlez un français impeccable, vous a amené à faire des allers-retours entre le ministère des Affaires étrangères danois et des postes à l'étranger. Et vos derniers postes, puisque vous êtes ambassadrice depuis plus d'une dizaine d'années, ont été notamment au Bangladesh, ont été ambassadrice pour l'Arctique et directrice administrative de l'Arctique et de l'Amérique du Nord au ministère, ambassadrice du Danemark au Canada et plus récemment ambassadrice à Paris, qui nous a amené à nous connaître et c'est avec plaisir que je vous accueille ce soir. Voilà, et je vous laisse la parole parce que c'est vous la conférencière. Et ce que je vais peut-être préciser, Marie-Laure, si tu le veux bien, c'est que l'idée, c'était que vous fassiez un exposé liminaire sur les grandes lignes de cette présidence et qu'ensuite nos collègues vous posent des questions plus détaillées. Voilà. Je vous laisse la parole. Et un grand merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Michel Pierre Desloges, notre cher consul honoraire à Lyon. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour les Bocuse d'Or. Un grand merci, Madame la Présidente de l'Union des consuls honoraires en France. Merci beaucoup pour votre invitation, cher consul honoraire en France. Vraiment un grand merci pour ces mots d'introduction, ainsi que pour l'invitation de vous parler des priorités et le programme de la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne. On a débuté il y a seulement 3 semaines et ça va durer jusqu'à la fin de l'année.
Avec moi aujourd'hui, j'ai aussi l'adjoint-chef de mission, M. Lars-Bjørn Holbøll, qui va pouvoir aussi participer à répondre à vos questions. Il a été en poste en France pendant presque 4 ans. Je suis vraiment ravie de présenter les priorités à votre association parce que le Danemark compte une douzaine de consuls honoraires en France, dont M. Michel Pierre Desloges. Et je remercie vraiment aussi à partir de mes collègues, des ambassadeurs ici à Paris, pour votre travail extraordinaire pour les ressortissants danois, pour Michel Pierre et pour les autres pays. Je sais que le travail de tous les corps consulaires en dehors des capitales, c'est crucial pour moi, pour mes collègues. Alors, un grand merci pour votre engagement. Avant d'aborder peut-être nos priorités, je souhaite saluer l'excellent travail accompli par la présidence polonaise. En tant que nouvelle présidence, nous nous appuyons vraiment sur les bases solides qu'elle a posées. Nous avons préparé à Copenhague, à Bruxelles, dans les capitales de l'Union européenne, la présidence pendant des mois, ou peut-être des années, et celle-ci va se dérouler au cours de ce que nous appelons une super année diplomatique, car c'est le Danemark est également membre non permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Alors, on partage cette siège pour 2 ans avec la France. On assure aussi la présidence de la coopération nordique-baltique et du Conseil arctique. Alors, on essaie vraiment de faire le monde avancer un tout petit peu plus dans le cadre multilatéral. L'Union européenne, l'ONU, Nordique-Baltique et l'Arctique. Je pense et je voudrais souligner qu'on assume la présidence à un moment crucial pour l'avenir de l'Europe. Il s'agit, selon moi, d'une tâche énorme et une grande responsabilité parce que nous trouvons dans un monde en grand changement. L'Europe traverse une période difficile. Je pense que c'est facile de se mettre d'accord là-dessus. Alors, il ne s'agit pas d'une présidence comme d'habitude, mais c'est une présidence vraiment où il faut trouver des solutions parce que l'influence de l'Union européenne dans le monde se réduit. Notre sécurité est sous pression et notre façon d'être compétitive doit être améliorée. On a aussi des relations incertaines avec les États-Unis. Alors, tout cela pèse sur l'Europe et sur les relations transatlantiques. Alors, je pense que la coopération et l'unité européenne sont de plus importants. Et pour notre Premier ministre, pour notre gouvernement, on s'est décidé que c'est vraiment temps d'agir et de prendre des décisions rapidement, tant en termes de défense et de sécurité et de compétitivité. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour prendre les bonnes décisions pour l'Europe. On a besoin d'une Europe unie et on espère vraiment au sein de l'Union européenne à 27 de se mettre d'accord sur les questions importantes. On pense que l'Union européenne reste notre meilleur outil pour résoudre les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Bien sûr, on travaille avec tous les alliés, tous les partenaires partout dans le monde, mais il y a quand même un noyau où l'Europe doit montrer qu'on est capable de trouver des solutions. Alors, notre devise pour la présidence, c'est une Europe forte dans un monde en changement. Et cette devise se décline en 2 priorités principales. La première, c'est une Europe sûre et la deuxième, c'est une Europe verte et compétitive. Et on va vraiment œuvrer en faveur d'une Europe forte, indépendante, qui assume la responsabilité de notre sécurité et de nos intérêts et qui renforce notre compétitivité. Mais main dans la main avec la transition verte. Si vous êtes d'accord, je voudrais bien parler un peu de la première priorité et ensuite sur la deuxième.
La première priorité, une Europe sûre, exige que l'Union européenne soit capable de relever les défis urgents que j'ai mentionnés et communs. En tant qu'acteur géopolitique, qui est vraiment peut-être le mot-clé. L'Union doit assumer la responsabilité de sa propre sécurité et notre sécurité euro-atlantique en étroite collaboration avec l'OTAN. Nous ferons en sorte que l'Europe soit en mesure de se défendre en renforçant sa résilience et sa dissuasion en face des menaces complexes et hybrides. Et on s'est mis d'accord qu'il faut parvenir d'ici à 2030. Pour cela, le renforcement de l'industrie et de la production de défense en Europe était essentiel pour préserver notre sécurité. Le soutien continu de l'Union européenne en Ukraine est une priorité majeure de notre présidence. On pense qu'on doit veiller à ce que l'Ukraine bénéficie d'un soutien international suffisant, notamment grâce à l'utilisation des revenus exceptionnels issus des savoirs russes gelés. Nous nous implorerons à maintenir et adopter les sanctions les plus sévères possibles à l'encontre de la Russie. Nous devons veiller à la mise en œuvre et l'application effective des sanctions et à la coordination des efforts qui visent à lutter contre leur contournement. Au-delà de l'Ukraine, la sécurité de l'Europe passe par des mesures dans d'autres domaines importants aussi, tels que l'industrie de la défense, l'élargissement, les migrations, la résilience démocratique et aussi la promotion des valeurs européennes. En ce qui concerne l'industrie de la défense, on encourage une coopération pan-européenne plus étroite en matière de développement et l'achat de l'équipement de défense. On poursuit nos travaux sur l'intégration de l'industrie de la défense Ukraine dans l'industrie européenne de la défense. On a vraiment vu de travailler ensemble très étroitement et c'est une façon efficace de soutenir la sécurité d'Ukraine et pour cela aussi la sécurité de l'Europe. Avec les évolutions géopolitiques actuelles, souligne la nécessité aussi d'élargir l'Union européenne. Un élargissement ambitieux, fondé bien sûr sur le mérite, va renforcer la position géopolitique de l'Union européenne. Alors, l'Ukraine est le moteur de cette dynamique, mais nous devons bien sûr également nous concentrer sur la Moldavie et les Balkans occidentaux. Il y a plusieurs pays qui regardent vers l'Union. J'ai mentionné que la sécurité est également liée à la migration. Notre présidence va essayer de trouver des solutions nouvelles et innovantes pour gérer la migration c'est un mot difficile, la migration irrégulière et contrôler les flux des personnes vers l'Union européenne. On souhaite vraiment progresser sur la nouvelle législation relative au retour et mettre à jour les règles relatives aux pays tiers sûrs. Pour cela, c'est aussi important de renforcer nos partenariats avec les pays situés le long des routes migratoires. Peut-être un autre aspect que je pourrais mentionner, c'est vraiment le renforcement de la résilience démocratique. L'Union européenne doit réglementer efficacement les géants technologiques et de tenir responsable la lutte contre la désinformation. On a vu ça en France et dans d'autres pays en Europe. Et enfin, peut-être pour garantir la sécurité, nous devons, pas peut-être, mais bien sûr, nous devons défendre nos valeurs européennes et l'état de droit. Alors, au cours de notre présidence, on va examiner tous les outils qui peuvent permettre de garantir le respect de ces principes avec le lien du budget de l'Union et on espère que ça va porter ses fruits. Alors ça, c'était
des aspects qui sont liés à la première priorité. La deuxième priorité, j'espère que vous avez la patience pour aussi la deuxième, qui est vraiment une Europe verte et compétitive. Je pense alors l'Europe verte et compétitive, c'est important de regarder les deux en même temps. L'action pour le climat et la transition verte soutiennent la compétitivité européenne. Et parallèlement, il existe un lien étroit entre la transition verte et la situation géopolitique, car on doit être indépendant de l'énergie russe. Le rapport Draghi, que peut-être vous avez lu ou entendu parler, dresse vraiment un tableau sombre qui est caractérisé par une réglementation excessive en Europe avec une main-d'œuvre en baisse et des coûts énergétiques élevés. Alors, la recherche de solutions à ces problèmes-là est une priorité absolue. Nous devons vraiment réduire les charges qui pèsent sur les entreprises, les citoyens et les autorités publiques. On va réduire les formalités administratives pour les entreprises et les citoyens européens. Nous accordons une priorité élevée aux propositions de la simplification de la Commission et on encourage des mesures visant vraiment à garantir une meilleure réglementation dans l'ensemble des formations du Conseil. Il y a plein de choses techniques là-dedans, dont je ne vais pas rentrer. C'est vraiment nos collègues à Bruxelles qui vont s'en occuper, mais c'est un travail important et bien sûr difficile aussi. On va donner aussi la priorité à l'extension du réseau d'accords commerciaux et de partenariats économiques de l'Union européenne. Et au lieu de marchés des capitaux nationaux fragmentés, nous avons besoin d'une intégration plus profonde et de règles financières harmonisées. Nous nous efforcerons d'accélérer la transition verte, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures, et la sécurité de l'approvisionnement sur le marché de l'énergie doit être renforcée. En plus, nous veillerons à ce que l'Union européenne continue de montrer la voie en matière d'action pour le climat, notamment en fixant un but ambitieux pour 2040 avant les grandes conférences de COP. Et on va essayer de continuer à définir une feuille de route pour la négociation du prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, qui va couvrir la période à partir de 2028. Et la priorité du Danemark, c'est de se concentrer sur les réformes et les résultats, et les priorités européennes communes et la valeur ajoutée de l'Union européenne. Alors, telles sont nos deux principales priorités. Et je peux vous garantir que notre présidence fera tout son possible pour garantir des progrès réels dans tous ces domaines au cours des 6 prochains mois. Ici en France, la présidence se déroule aussi dans un moment particulier dans les relations bilatérales entre la France et le Danemark. Pendant la récente visite d'État de Sa Majesté le Roi et Reine, avec 4 ministres, on avait cette visite d'État en mars et avril. Et avec la France, on a signé un partenariat stratégique. Alors, oui, voilà. Alors, c'est dans ce cadre-là. Oui, alors. Oui. Je pense peut-être qu'il y a un micro qui n'est pas éteint. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous allons vraiment mettre le chapeau de l'Union européenne, un petit plus moins que le chapeau du Danemark, mais bien sûr l'ambassade et tous nos consuls honoraires vont toujours être là pour les ressortissants. Maintenant, je me tiens vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les priorités de la présidence danoise et d'autres thèmes qui vous intéressent.
Si vous êtes à Paris, d'aujourd'hui jusqu'à 10 août, je peux vous vraiment conseiller faire une visite au Grand Palais. Nous avons en ce moment une exposition. C'était une des expositions qui était préparée pour la grande ouverture du Grand Palais avec des gobelins, 15 gobelins qui étaient tissés au mobilier national et où le tombé de métier se passait pendant la visite d'État. Ces gobelins, vraiment ici en France, est un cadeau pour notre couple royal et il va être exposé au Danemark après l'exposition au Grand Palais. Alors, une grande invitation pour voir un exemple concret de ce partenariat, de cette coopération étroite entre les deux pays, France et Danemark. Alors, je vous remercie vraiment de l'invitation et de votre intérêt dans nos priorités et ce on va essayer de faire pendant notre présidence. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour cette présentation. J'ai vu qu'il y avait une question d'Anne-Marie Goussard qui levait la main, donc je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, bonjour Madame l'ambassadeur. D'abord un grand merci pour vos mots sur l'Ukraine, parce que je trouve que je suis consul de Lituanie et pour nos pays, défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe. C'est défendre nos propres intérêts, donc c'est quelque chose qui est absolument prioritaire. Donc, merci pour ça. En revanche, j'ai deux questions, l'une un tout petit peu plus provocatrice, mais pas tant que, mais très assise sur des données scientifiques. C'est concernant l'énergie, le développement des énergies renouvelables. Je pensais que c'était quelque chose qu'on avait commencé à nuancer après, notamment ce qui s'est passé en Espagne il y a 3 semaines. Et le besoin clair aujourd'hui d'avoir des énergies pilotables, parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolien, et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de solaire. C'est un peu primaire, mais ça marche. Donc, et comment regarder le système électrique, non pas de manière idéologique, mais de manière systémique, et comme un ensemble européen qui doit assurer son propre équilibre pour garantir l'alimentation d'électricité chacun. Donc, petite question sur les énergies renouvelables et les énergies pilotables qui me paraissent utiles. Et puis, question plus danoise, quid du Groenland, qui est quand même au cœur de l'actualité? Quelle est votre position? L'intégrité du territoire européen est aussi une question qui nous intéresse particulièrement. Donc, les énergies renouvelables et Groenland. Merci à vous, Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup, Madame le Consul, pour ces deux questions, vraiment au cœur de nos priorités, mais nationales et en Europe. Et je soutiens vraiment votre parole que la sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Tout ce qu'on a investi en Ukraine, c'est vraiment pour bien sûr aider l'Ukraine à se défendre, mais aussi de défendre le territoire européen. Sur les énergies renouvelables, je pense qu'on a tous eu un grand choc. Le moment où le gaz de la Russie était arrêté, où le prix était élevé dans une façon vraiment imprévisible. Je pense au Danemark, on a eu le même choc dans les années 70, où brusquement, on était complètement dépendant on dit huile en français, et on n'était pas capable, et je me rappelle qu'on a tous eu froid parce que c'était vraiment très cher. Alors ça a incliné, ça a vraiment déclenché la transition verte vers les éoliens au Danemark. Ça, c'était notre trajectoire dans l'énergie renouvelable. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont le même type de choc, un choc plutôt aussi géopolitique, avec l'arrêt du gaz de la Russie. Je pense bien sûr, on a tous des points forts. On a des technologies fortes dans notre pays. On ne doit pas faire le même mix de l'énergie renouvelable au Danemark et en France, et en Allemagne et en Finlande. On a des différents
sources et on a de différents systèmes énergétiques déjà. Alors, je pense qu'il faut vraiment trouver et être très ouverte que tous les moyens pour vraiment sortir de la dépendance du gaz russe, c'est là où il faut y aller. Je peux vous partager avec vous qu'on a des jours au Danemark qui 100%, notre électricité 100% arrive des éoliens. Bien sûr, c'est là où le vent souffle bien, ça se fait souvent au Danemark, mais on a aussi une intégration de notre système de l'énergie avec les pays nordiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez ou si on a trop, on partage avec les autres pays nordiques. C'est complètement intégré. Ça fait qu'on a une sécurité sur notre source de l'énergie énorme et on peut être très, très efficace. Moi, j'aimerais bien voir qu'on pourrait aller dans cette direction sur un niveau européen. Alors, on travaille beaucoup avec les différentes régions de la France pour développer les éoliens. Et nous, on s'inspire beaucoup de la France dans d'autres types d'énergie renouvelable. J'espère que ça c'est une réponse à votre question. Sur Groenland, peut-être tout d'abord, vraiment un grand merci à la France pour le soutien vraiment qu'on a reçu tout de suite et dans une façon très, très claire pour notre intégrité territoriale. J'étais en Groenland moi-même quand le président Macron a visité il y a pas très longtemps. Et cette visite était très, très appréciée par le Premier ministre, la Première ministre danoise et le Premier ministre groenlandais. C'était une invitation commune entre les deux. En fait, on travaille très, très prochement avec les autorités en Groenland et aussi en île Féroé pour donner un signe clair au monde que, bien sûr, la sécurité de l'Arctique, c'est très important. Il faut l'investir là-dedans. Nos alliés sont les très, très bienvenus et ça inclut aussi les États-Unis. En fait, on a un accord bilatéral qui date de 1951 avec les États-Unis où les Américains peuvent s'installer et dans une façon militaire en Groenland. Alors, on a une coopération très, très étroite avec nos amis aux États-Unis, avec nos autres alliés. Mais c'est sûr, le futur du Groenland, ça dépend des Groenlandais, du peuple groenlandais. Et on travaille avec nos amis et le gouvernement du Groenland là-dessus. Mais c'est sûr, c'est que la sécurité de l'Arctique, c'est une chose qui est couverte par l'OTAN et par l'article 5, et comme tous nos territoires. L'Aspian, l'adjoint-chef de mission, est aussi en ligne. Alors, j'invite l'Aspian, si tu veux rajouter quelque chose, tu me fais un texto. Comme ça, on peut coordonner. Ah oui, si tu veux que je dise quelque chose maintenant. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Peut-être je pourrais simplement ajouter un peu en ce qui concerne l'énergie, que nous trouvons qui est très importante, c'est élargir le marché unique en ce qui concerne l'énergie. Parce qu'un des problèmes, c'est que le marché unique, ça ne fonctionne pas toujours à 100%. En ce qui concerne les énergies. Alors, c'est un autre élément qui pour nous est très important. Simplement pour approfondir ce que l'ambassadrice a dit. Et aussi pour que vous êtes maintenant présenté à la chambre du chef de mission l'Aspian. Enchantée, bienvenue. Merci pour ces précisions. Merci. Y a-t-il une autre question, Michel Pierre? Tu as. Oui, j'avais noté que la présidence de l'Union européenne se passait avec un trio de pays
et qu'en ce qui nous concerne aujourd'hui, la Pologne présidait pendant le semestre, le premier semestre 2025, le Danemark pendant le deuxième semestre et Chypre pendant le premier semestre 2026. Comment, alors ce que nous comprenons très bien, je suppose, tous, pour qu'il y ait une communication, une fluidité entre les pays et que la politique qui ne peut pas se transformer en 6 mois, c'est une évidence pour tout le monde, puisse se faire de façon très fluide. Comment est-ce que dans la pratique ça se passe? Est-ce que vous avez des réunions avec vos collègues polonais en amont et avec les Chypriotes en aval? Et puis après, comment ça va se passer après la Chypre? Après Chypre, voilà un petit peu, c'est une question un peu technique, mais aussi pratique. Merci, Monsieur Pierre. C'est vrai, on est dans le même trio que Pologne et Chypre. Et la façon pratique pour le déroulement, c'est qu'en fait, on fait un programme de trio. Avant que la présidence polonaise a commencé, on a fait un programme de trio qui couvre un peu les 1 an et demi. Les priorités, les domaines de focus sur lesquels on va travailler. Concrètement, ici à Paris, je travaille très étroitement avec mes collègues polonais et de Chypre. Et par exemple, la grande ouverture de la présidence danoise, on l'a organisée avec l'ambassade de la Pologne pour vraiment montrer que c'est un bâton que nous portons pendant 6 mois et on le redonne à nos partenaires. Et c'est vrai, par exemple, sur le budget, le futur budget de l'Union européenne, notre ambition, c'est simplement de présenter le cadre et que les pays membres se mettent d'accord sur un cadre, une structure du futur budget. Une structure qui est plus simple et qui vraiment contienne les instruments nécessaires pour vraiment arriver à toutes les priorités que je vous ai expliquées. Et alors, c'est des petits chapitres qui s'enchaînent. Et ici, bien sûr, on va faire la même chose avec la Chypre. Il y a des domaines, il y a des groupes où le Danemark va soutenir la Chypre pendant la présidence. C'est un ministère des Affaires étrangères plus petit que la nôtre. Alors, on est vraiment partenaire et on s'aide. Et après, il y a un autre trio qui va faire leur programme de trio et qui vont ensuite faire un an et demi en plus. Alors, c'est assez souple. Et ce qui est vraiment important de vraiment comprendre, c'est que on n'a presque plus de priorité nationale pendant la présidence. Là, le premier but, c'est de garder la famille européenne ensemble et de garder la famille européenne forte et capable d'agir. Alors, on met les priorités du Danemark un peu à côté pour vraiment trouver des compromis, pour vraiment travailler pour le consensus européen. Et la Pologne a fait la même chose, le Chypre aussi. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. J'ai vu que le docteur Elisabeth Verderpas, la directrice du Centre international contre le cancer, avait une question pour vous. Merci beaucoup. Merci, Madame l'ambassadrice, pour cette exposition très claire, très succincte. J'ai plusieurs questions, mais je démarre avec la situation Gaza et Israël qui nous préoccupe énormément à tous. Et quelle serait la position européenne dans les prochains 6 mois, puisqu'on ne peut pas continuer. Je crois que là, on est tous absolument abasourdis avec la violence des attaques et l'Europe doit nécessairement faire quelque chose. Et la question, c'est quoi exactement? Ça, c'était la première question. La deuxième, si je peux me permettre, quand vous discutez, vous appelez la résilience démographique.
quoi exactement vous voulez dire par là? Alors, on voit tous qu'il y a une diminution de la population européenne et qui est seulement contrebalancée par la migration de petite qualité, on va dire, des gens qui ne sont pas vraiment suffisamment éduqués pour répondre aux besoins des marchés européens. Quand on essaie de recruter plusieurs domaines, on n'arrive pas à trouver des professionnels qualifiés en Europe. Je travaille dans une agence internationale et je vous dis, on a difficulté de recruter des médecins, des informaticiens, des ingénieurs. C'est très, très, très difficile. Troisième, si je me permets, l'industrie de l'armement. Je comprends tout à fait l'inquiétude sur les manques des productions d'armement et d'instruments de défense en Europe, mais l'investissement qui a été annoncé pour plusieurs pays d'une augmentation jusqu'à 5% du produit national brut sur l'armement, est-ce que ça veut dire importer plus des États-Unis? Et aussi augmenter notre dépendance aux États-Unis à moyen terme. Et finalement, puisque je suis médecin et je suis du domaine santé, quand on parle de défense européenne et qu'on doit être préparé pour les défis, alors ce qui me vient à tête, c'est la résilience vis-à-vis les pandémies, les épidémies, les vaccins, qu'on doit être préparé pour les produire dans un délai très, très court si une nouvelle pandémie s'annonce, et toute la recherche et l'implémentation de l'industrie des médicaments, parce que nous ne sommes pas souverains en Europe pour la production des médicaments de base, des antibiotiques, des antidouleurs, des médicaments anticancéreux. Et pour moi, ça, c'est même plus important que la défense traditionnelle, parce que c'est les basiques. Alors, si on manque de médicaments ou de vaccins et s'il y a une nouvelle pandémie, ce n'est pas les armements traditionnels qui vont nous protéger. Désolée pour plusieurs questions en même temps et je passe la parole à vous. Merci, madame. Merci, madame le docteur. Pour le Moyen-Orient, en fait, la position de l'Europe ne va pas être faite par la présidence. C'est pas parmi la compétence de la présidence. Ça, c'est vraiment le haut représentant de l'Union européenne qui va avec les pays membres et le gouvernement faire la position et évaluer la position. En tant que notre gouvernement de Danemark, aujourd'hui, il y a une déclaration qui est sortie aujourd'hui que vraiment la guerre à Gaza doit s'arrêter. Je pense que tout le monde voit le développement très, très difficile. Mais ça, ce n'est pas la présidence. Ça, c'est plutôt le gouvernement du Danemark. Mais bien sûr, c'est une crise, c'est une situation qu'on suit de très, très près. Et la France va, ensemble avec Arabie Saoudite, va faire une conférence à New York fin juillet sur le Moyen-Orient, sur Palestine. Alors, c'est vraiment suivi de très, très près. Sur la démographie, je pense que c'est important de vraiment faire, on a fait ça au Danemark, une distinction très claire entre la migration, comme vous le dites, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'une migration contrôlée. Il y a des réfugiés dont on les reçoit, ça fait partie de notre approche humanitaire, mais c'est la migration irrégulière. Donc, on va essayer, les frontières de l'Europe doivent être contrôlées, doivent être sûres, dans une façon de pouvoir garder un soutien pour cette migration contrôlée et régulière. Et c'est pour cela qu'il faut travailler avec les pays tiers sur les schémas de la migration, mais aussi les pays d'origine. Alors, la résilience, c'est vraiment là-dessus qu'on est capable de coopérer et de vraiment obtenir des frontières qui a la migration irrégulière sous contrôle.
l'industrie de l'armement, et est-ce que ça va nous rendre encore plus dépendants des États-Unis? C'est sûr que dans les value chain, supply chains, Fournisseurs. chaîne de fournisseurs? Oui. Oui. Bien sûr, c'est très lié avec les autres pays membres de l'OTAN et ça inclut bien sûr les États-Unis, mais la France est le plus grand producteur d'armement en Europe et le deuxième dans le monde. Alors, on est capable quand même de faire pas mal en Europe déjà. Là où il faut vraiment faire un grand pas en avant, c'est de coopérer dans de l'innovation, de la production, que ce soit vraiment organisé d'une façon structurée, que ce n'est pas des Européens qui vont rendre la concurrence difficile pour nous-mêmes, mais qu'on est capable de reconnaître là on est vraiment dans ce domaine-là, on a le potentiel de pouvoir développer un système, une production très liée, très coordonnée et plus efficace. Et je pense que vraiment, nos chefs de gouvernement ont vu qu'on doit être capable d'agir dans une façon plus indépendante. Je ne pense pas que c'est fait demain, mais c'est déjà un pas important que c'est devenu une très, très grande priorité, qu'on est capable de se parler, de vraiment dire comment on peut rendre notre industrie d'armement plus efficace et donner plus de résilience. On a vu aussi, le Danemark a beaucoup travaillé avec l'Ukraine et pour vraiment rendre la production des armements nécessaires pour l'Ukraine, par exemple les drones et d'autres domaines, de faire la production en Ukraine plus efficace, moins cher, plus rapide, plus proche de la frontière. Alors, peut-être de trouver et de travailler dans de façon un peu innovante. Et votre dernier point sur les pandémies, les vaccins et la résilience contre, comment on dit ça, la pénicilline. Sûr, c'est notre résilience sociétale. Et quand je vois vraiment pourquoi on est capable de travailler si prochement maintenant en Europe, je pense que c'était en fait c'était difficile, bien sûr, au début. Oui, on avait un grand manque de vaccins pendant la pandémie de Covid. Mais nos chefs d'État, ils se sont mis ensemble pour vraiment organiser un système crédible. Et j'étais au Canada à l'époque et je peux vous dire que c'était les seuls vaccins qui arrivaient aux Canadiens à cette époque-là, ça venait de l'Europe. Ça venait pas de leurs voisins ou du Commonwealth. C'était vraiment l'Union européenne qui était capable. Alors, je pense qu'on a appris une leçon et là, déjà, on est capable de faire plus. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on rentre dans un monde protectionniste où on ne travaille pas ensemble. Il ne faut pas que chaque pays soit capable de faire leur vaccin. Alors là, encore une fois, je pense vraiment que c'est des solutions européennes, des solutions multilatérales qu'il faut garder, même dans une situation géopolitique très difficile. Je parle là, Björn, c'est pas mal de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter peut-être? Peut-être seulement une point en ce qui concerne la résilience. Ce qui est une priorité pour nous aussi comme présidence, c'est de continuer le travail d'implémenter les recommandations du rapport de Ninesto. M. Ninesto qui avait fait un rapport, un peu comme M. Draghi avait fait un rapport sur la compétitivité. Il y a le rapport sur la résilience qui est très important pour nous, qui fait une sorte de guide pour continuer ce travail. Merci. Merci. Y a-t-il une main levée? Y a-t-il une autre question? Oui, on peut se poser la question par rapport à l'armement et à l'investissement d'armement.
des relations avec l'OTAN, parce que ce qu'on croit savoir, c'est que d'une part, l'OTAN est l'un des principaux clients des États-Unis en matière d'armement, premièrement, et deuxièmement, le commandement de l'OTAN est quand même très orienté vers du matériel américain. Et ça pose quand même, enfin pour nous, vraiment les hommes de la rue, ça nous pose quelques interrogations. D'une part, sur les réflexions du président américain sur le fait qu'il voudrait réduire sa participation au budget de l'OTAN. Alors en fait, il ne veut pas le réduire, mais il veut que les pays adhérents augmentent la leur pour être dans une proportion qui soit à peu près similaire. Mais c'est vrai que la question du commandement, et on se souvient tous, et ça reste entre nous, de la décision de la Pologne de prendre des avions de combat américains et pas des avions européens. Et la raison qui avait été évoquée à cette époque-là était le fait que le commandement de l'OTAN souhaitait avoir une ligne unique en face de lui pour que les ordres ne soient pas dispersés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce sont des réflexions, mais qui nous interrogent quand même, nous, au quotidien. Je pense vraiment que c'est encore une fois, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Bien sûr, les États-Unis, c'est notre allié le plus important transatlantique. C'est crucial pour l'OTAN et pour notre sécurité. Et en même temps, je pense vraiment que la tendance que l'Europe réalise qu'il faut faire plus. Et il faut que nous, on investit et qu'on se coordonne dans une façon tout à fait différente pour pouvoir être capable de aussi nous défendre. Et pour notre Premier ministre et pour l'Union européenne, on a mis l'année 2030. Là, ce serait l'année où on doit être capable de se défendre. On espère bien sûr qu'on va vivre dans un monde où on n'a plus de guerre sur le continent européen, où notre alliance avec les États-Unis est très, très forte. Mais de toute façon, une Europe forte et capable d'agir est un allié encore plus intéressant et aussi peut-être va donner un signe qu'on ne peut pas attaquer un autre pays européen. Alors, c'est cet équilibre-là donc, qui va être au cœur de la présidence. Et quand j'écoute les paroles des autres chefs d'État, c'est vraiment un équilibre, une priorité partagée. Merci. Et alors, une question complètement différente. Par rapport, là, j'aimerais avoir le sentiment intérieur des Danois par rapport à la complexité du fonctionnement de l'Union européenne, et notamment au niveau des normes, alors que nous savons l'un et l'autre qu'au Danemark, on a cherché des solutions qui soient des solutions très pragmatiques, très consensuelles, et on s'aperçoit que la structure, et ça reste aussi entre nous complètement, que la structure normative qui nous est imposée par l'Union européenne, imposée à notre plein gré, c'est sûr, mais est quand même une superposition de règles qui viennent s'ajouter à toutes les règles que nous avons les uns et les autres dans nos pays respectifs. Et là, vraiment, on aimerait que le Danemark donne un exemple concret de simplification, de remise à plat d'un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas en 6 mois qu'on peut s'attaquer à un chantier de cette nature qui a été un peu un empilage de décisions et de réglementations au fur et à mesure des années.
Merci, Michel Pierre, aussi pour les compliments. Peut-être plusieurs choses pour répondre. Au cœur des Danois, qu'est-ce qu'il se passe dans la société danoise? Je pense que c'est intéressant de se rappeler qu'en fait, le Danemark n'était pas un pays fondateur de l'Union européenne. En fait, on a décidé, on a pris la décision assez tard, dans les années 70, de devenir membre de l'Union européenne. Alors, on a eu des périodes de scepticisme où on a eu des opt-out et on a vraiment trouvé notre façon d'être membre de l'Union européenne. Mais quand on voit vraiment les sondages aujourd'hui, les Danois sont parmi le top où l'Union européenne est populaire. On y croit vraiment que c'est dans cette coopération dans l'Union européenne qu'on va trouver des solutions nécessaires pour le Danemark et pour l'Europe. Alors, le soutien est très, très fort. On est aussi très, très content que le rapport de Draghi a mis le doigt sur la nécessité de faire une simplification. Je vois aussi c'est une priorité pour le gouvernement français de faire une simplification en France, mais aussi dans l'Union européenne. Alors, je ne pense pas que ça va être difficile en principe de se mettre d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais c'est sûr que ça devient technique et dès qu'on enlève quelque chose, souvent un nouveau outil de contrôle s'impose. Alors, il faut vraiment une discipline pas simplement dans le processus où on fait la simplification, mais aussi les années et les mois à venir après pour ne pas rajouter. Alors, on veut faire de notre mieux et je pense que c'est vraiment important pour les entreprises que ça soit plus facile de commencer et de faire du business en Europe. Sinon, vraiment, les investissements privés vont directement dans d'autres sociétés où c'est plus facile de travailler en étant entreprise et d'investir. Et il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Et je pense qu'il y a un accord que ça, c'est une priorité. Il faut vraiment rentrer dans un monde où ça soit plus facile pour les citoyens et pour les entreprises. Peut-être, Lasbjørn, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais rajouter sur les dernières questions. Je crois en fait que tu as tout dit, mais je voudrais seulement rajouter aussi l'importance que nous ajoutons aux questions de la mobilisation des fonds privés, parce que je crois que c'est un sujet clé que tu as mentionné là, parce qu'il y a autant des fonds, autant de ressources financières en Europe qui n'est pas mobilisé pour l'industrie européenne. Il faut vraiment faire quelque chose pour mobiliser ces ressources. Oui, c'est une autre priorité pour notre présidence. Merci. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous pourriez nous rappeler pour les participants comment s'est passée la remise à plat complète de la fiscalité, des régimes sociaux, etc. au Danemark, il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, où finalement tous les partis politiques se sont mis d'accord et ce sur quoi ils sont arrivés perdure depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sans que ça soit remis en question malgré les changements de coalition, puisqu'il n'y a pas véritablement de majorité, mais il y a des coalitions qui sont plutôt à droite ou plutôt à gauche, et jamais les fondamentaux du système administratif, social, fiscal danois n'a été remis en cause, et ce qui permet au Danemark d'être aujourd'hui l'un des rares pays à avoir un excédent budgétaire. Nous sommes tous admiratifs devant ce consensus qui a pu être obtenu en son temps. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? On est en dehors du sujet de la présidence, mais je pense que ça intéresse tout le monde parce que c'est vraiment un point très important et
une qualité qu'ont eu les Danois au moment où ils l'ont fait. Merci, bien sûr. Je pense que, en fait, c'est la culture politique au Danemark qui est un peu intéressant, que toujours on travaille, ou presque toujours, on travaille dans les coalitions. Alors, c'est-à-dire que tous les partis politiques savent que même s'ils sont en gouvernement, peut-être demain, ils vont être en opposition. Et ça veut dire que les grandes réformes, quand on a décidé de faire quelque chose dans le système de taxes, quand on a décidé de changer notre système de la retraite, quand on a décidé de supprimer un jour de congé pour pouvoir financer notre aide de défense en Ukraine, c'était fait avec presque tous les partis politiques, sauf peut-être les deux côtés. Et les réformes sont faites dans une façon où les partis politiques font un commitment qu'ils vont tenir la décision et la réforme, même s'il y a un changement de gouvernement. Là, ça veut dire que pour les entreprises, pour les citoyens, on sait que cette réforme-là va rester, même s'il y a un changement de gouvernement. Ça veut dire aussi que les réformes pas très populaires sont plus faciles à se mettre d'accord là-dessus parce qu'on ne prend pas la responsabilité seule dans le gouvernement, on partage la responsabilité. Alors ça, c'est l'approche et le système de grandes réformes qui a fonctionné, où c'est vraiment le consensus et des réformes qui tiennent. Et je pense il y a le système de taxes sociales que vous avez mentionné, mais peut-être aujourd'hui, ce serait très intéressant aussi en France de comment on a fait une réforme sur notre système de la retraite, où on a décidé, tous les partis politiques presque se mis d'accord que l'âge de retraite va suivre l'espérance de vie. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation graduelle, c'est pas un jour un autre, où l'âge de la retraite va augmenter au Danemark. Bien sûr, ce n'était pas très populaire, mais c'était nécessaire pour notre économie à l'époque. Et c'est une réforme qui tient parce que ça a vraiment été un compromis entre la grande majorité des partis politiques au Danemark. Alors, c'est un peu un exemple d'une culture politique qui peut-être un peu différent qu'en France, mais quand même peut-être intéressant. Comment on peut trouver des compromis qui durent. Oui. Merci. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vais laisser peut-être Michel Pierre conclure s'il veut, s'il a une. Et puis, non. C'est toi la présidente, Marie-Laure. Si tu as une dernière question, mais je vais conclure, bien sûr. Si tu as s'il y a plus de questions. Je pense qu'il faut remercier Madame l'ambassadrice de sa présentation, de ses explications et son collègue qui participait aussi à la réunion. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé de façon aussi précise, et je crois qu'à la suite de cette intervention, tout le monde a compris comment ça se passait, quelle était l'importance de cette présidence tournante qui est glissante entre trois pays, ce que moi-même j'ai appris à cette occasion-là. On ne connaissait pas vraiment le fonctionnement de la présidence. Et vraiment, moi, à titre personnel, je remercie énormément Madame l'ambassadrice de sa prestation et de sa disponibilité. Encore un immense merci de nous avoir partagé votre vision votre vision de la nouvelle présidence de l'Europe et nous avoir aussi permis de mieux connaître votre pays, le Danemark, et cette politique bien particulière et vos succès. En tout cas, un immense merci, un grand Madame l'ambassadrice, Michel Pierre aussi. Et puis, je voudrais aussi juste annoncer que notre prochaine réunion, ce sera le 24 septembre, où là, ce sera le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, M. David Bertolotti, qui sera présent pour une conférence. Donc, prochain rendez-vous le 24 septembre.
Et merci encore pour ce temps que vous nous avez consacré. Et bel été à tous. Et merci beaucoup aussi de ma part, de part de l'ambassade, d'avoir choisi de rester avec nous pendant une heure de soirée. Alors, un bon été à tout le monde et j'espère de vous revoir quelque part en France. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci. Au revoir. Un grand merci. Yeah.